Parlons peu, parlons d'art, votre émission culturelle sur UGOB Radio. Bonjour et bienvenue dans Parlons peu, parlons d'art, votre émission culturelle du 12e arrondissement. Avec cette émission, on va explorer la richesse culturelle de vos quartiers, ateliers, expositions, concerts, pièces de théâtre et j'en passe. Vous écoutez UGOB Radio et c'est Elisa qui vous parle. Je suis accompagnée de Chloé qui co-animera ce premier épisode à mes côtés. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'être avec moi. Alors aujourd'hui, on va parler de l'exposition Top Secret Cinéma et Espionnage, disponible jusqu'au 21 mai 2023 à la Cinémathèque française au 51 rue de Bercy. Et justement, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Orléans, co-commissaire de l'exposition, et Gabrielle Sébir, directrice de l'action éducative à la Cinémathèque française. Bonjour, bienvenue sur UGOB Radio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors l'émission est bien remplie, on va écouter des visiteurs de l'exposition Top Secret qui ont parlé à Chloé. On va faire une première partie d'interview sur l'exposition, une seconde sur le musée Méliès et les autres collections et activités que nous propose la Cinémathèque. Chloé va nous faire sa carte blanche sur comment faire un bon film d'espionnage. On va écouter Béatrice Thor de la médiathèque Hélène Baird qui nous parle du roman Les filles du North End de Katrina Vermette pour notre premier club lecture. Puis on va finir l'émission avec un petit jeu, un petit quiz. En attendant, je laisse la parole à Chloé qui va nous faire une rapide présentation de l'exposition. Alors, Top Secret, c'est donc une exposition qui est en ce moment à la Cinémathèque. Et si vous y allez, vous pourrez découvrir tous les films d'espionnage, du moins les petites anecdotes sur les films d'espionnage. Il y a aussi de vrais objets. Ça, c'est assez impressionnant parce que du coup, on est allé voir l'exposition avec Elisa. On a été impressionnés de voir tous les objets qui étaient exposés, mais des vrais objets qui ont été utilisés par de vrais espions. Donc ça, c'était assez cool. Mais vous pourrez aussi voir des costumes qui ont été dans les films, les plus grands films d'espionnage. James Bond, le costume de James Bond. Ça, c'est dingue. Et aussi des costumes qu'il y a dans OSS 117, j'allais dire 00717, c'est pas du tout le même. J'ai fait un petit crossover. Donc voilà, franchement, si vous aimez les films d'espionnage ou même si vous ne connaissez pas trop, parce que moi j'ai rencontré des gens qui ne connaissaient pas trop et qui ont été impressionnés, qui ont voulu y aller. Donc allez-y, c'est à la Cinémathèque dans le 12e, l'exposition Top Secret. Et justement, je suis allée à la rencontre des gens qui sont allés voir l'exposition. On écoute tout ça de suite. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était en lien entre l'espionnage et le cinéma. On a vu en fait que dans le cinéma, ils se sont servis de beaucoup de faits vrais. Des faits réels. Ouais. Donc c'était super intéressant. Alors, je m'attendais à avoir plus de choses, plus de détails, en fait, dans les microfilms, les trucs comme ça. D'accord. Ça aurait été sympa de voir d'autres, parce qu'il y a eu certainement plein de choses. Ah oui, faites... Comme la boîte aux lettres dans le tronc d'arbre, ça c'est jamais. Mais je pense qu'il manque un petit peu des choses comme ça où vraiment on rentre dans le vif, ouais. Surtout les petits microfilms, les petits appareils photo des années 50, 60, cachés dans les paquets de cigarettes. C'était minuscule, dans les pièces de monnaie. Donc la réalité à ce moment-là. Donc ouais, c'était super. On s'attendait pas du tout à ça de base et c'était hyper diversifié les supports. Donc franchement on a bien aimé. Moi, je connaissais pas trop. J'ai pas vu beaucoup de films d'espionnage. Du coup, c'était vraiment de la découverte et c'était super intéressant. Les extraits de films, ils étaient chouettes et les salles dans le noir aussi où il fallait pousser des rideaux, c'était sympa, je trouve. Et ensuite, je leur ai aussi demandé, parce qu'avec Elisa, on avait remarqué qu'il y avait des petites lettres rouges dans les explications. On avait essayé, mais on s'était un peu perdu, on va pas se mentir, on n'était pas très très forte. Mais j'ai demandé aux gens s'ils avaient essayé de déchiffrer le code. Alors on en a fait quelques-uns. Donc ça ramenait, en tout cas au Bureau des légendes, parce que moi c'est une série que j'adore. Donc j'ai vite retrouvé Malotru. Après, j'en ai essayé 2-3, puis j'ai laissé tomber. Moi j'ai vu qu'il y avait les lettres, je me suis dit ça doit faire quelque chose, mais non, j'ai pas cherché. Comment l'exposition elle s'est mise en place, comment tout ça s'est organisé, parce que moi je ne sais pas du tout, je suis pas éduquée sur le monde des musées, alors j'ai aucune idée de comment une exposition se met en place. S'il pouvait nous parler de ça un petit peu. C'est vrai que c'est un processus qui est un petit peu long et complexe, sans rentrer dans les détails. En gros, il faut essayer d'abord de raconter une histoire, tout simplement, de savoir
ce qu'on veut dire autour du cinéma et l'espionnage. Et c'était un peu la première idée qu'on avait, à la fois montrer la richesse du cinéma d'espionnage et de voir comment le cinéma, la fiction s'est inspiré aussi de faits réels et comment il y a toujours eu un dialogue entre la réalité et la fiction, à la fois un peu d'un côté géopolitique, je dirais, sur des faits qu'on retrouve dans les films, et aussi d'un point de vue technique, c'est-à-dire que dans la réalité, les espions ont perfectionné ou n'ont cessé de perfectionner leurs outils d'espionnage, donc pour enregistrer du son et des images. Et dans le cinéma aussi, les techniques ont évolué, les techniques pour faire les films et les techniques à l'intérieur des films. Donc il y avait plein de jeux de miroir intéressants entre les deux, qui n'est pas forcément évident au début, parce qu'on a une vision peut-être de l'espionnage comme quelque chose d'un peu souterrain, secret, qui se montre pas, qui se dit pas, là où le cinéma est au contraire dans la monstration, dans la grande image, dans la lumière. Mais on se rend compte, et c'était ça un peu l'écriture du scénario, qu'il y a beaucoup de points communs. Et donc la première étape, c'est vraiment essayer de se dire qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut dire, où est-ce qu'on veut emmener le visiteur, qu'est-ce qu'on veut lui faire comprendre, qu'est-ce qu'on veut lui montrer. On y reviendra peut-être après dans le détail. Et ensuite, effectivement, on se pose la question de ce qu'on va montrer. Donc, c'est toute une recherche, et c'est ça être commissaire d'expo, c'est effectivement faire des recherches à la fois dans les archives. Donc, la Cinémathèque, on y reviendra après, on a beaucoup d'archives, on a beaucoup de documents sur le cinéma. Ça va de caméras, d'affiches, de photos, d'objets aussi, d'accessoires qu'on voit dans les films et de costumes. Mais en l'occurrence, ça suffisait pas, parce que c'est un terrain qui est très, très, très vaste, l'espionnage. Et donc, il a fallu aller, comme vous l'avez noté, dans des musées qui sont aussi des musées vraiment d'espionnage, de la réalité de l'espionnage, d'histoire, des musées de l'armée, qui ont, eux, des outils qui ont été vraiment utilisés par des espions, que ce soit même début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, plus des musées d'art contemporain, des galeries, parce que vous l'avez noté, il y a aussi quelques pièces, quelques œuvres d'art dans l'exposition, des peintures, par exemple, une peinture qui représente Mata Hari, une peinture assez récente. Donc tout ça prend du temps et demande effectivement une coordination pour trouver les choses, les demander, les faire venir à la Cinémathèque. C'est comme un petit chantier, c'est entre le chantier de cinéma, de tournage d'un film et d'architecture, parce qu'il faut construire des murs, il faut les peindre, il faut que le visiteur circule de manière tout à fait aisée, il faut travailler la lumière, il faut accrocher les œuvres. Et donc tout ça, ça prend 2-3 ans presque. Donc c'est un long processus entre le moment où on réfléchit et le moment où on ouvre l'expo. Et justement, quand on arrive dans l'exposition, on voit qu'il y a un parallèle qui est fait, vous l'avez dit tout à l'heure, entre les techniques cinématographiques, la captation de son, d'image et l'espionnage, et même entre les acteurs et les espions, parce qu'on a des photos d'espions et on a aussi le costume de James Bond. Enfin, il y a tout un lien qui est fait. C'est pour ça que vous avez choisi ce sujet, ou est-ce que vous avez choisi ce sujet-là ? Comment on en est arrivé à se dire on va faire le cinéma d'espionnage à la Cinémathèque ? Bah oui, c'est un peu pour ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à la Cinémathèque, on a fait beaucoup d'expositions sur un cinéaste. C'est peut-être la majorité des expos qu'on ait fait, par exemple une expo sur Tim Burton ou sur Jacques Demy ou sur Martin Scorsese. Donc on travaille avec un artiste, d'ailleurs qu'il soit vivant ou pas, mais sur son univers, ses inspirations, comment il fait ses films, comment il travaille. Là, c'est une exposition thématique, mais qui est intéressante parce qu'elle traverse toute l'histoire du cinéma et parce qu'elle dit quelque chose de la manière dont le cinéma fonctionne. Elle dit aussi quelque chose de la société, parce que l'espionnage, c'est aussi une interférence avec les questions, j'ai dit tout à l'heure, politiques, sociales, idéologiques. Donc, c'est un sujet intéressant. Donc, voilà, on en est venu parce qu'on discute entre nous et parce que tout d'un coup, il est venu ce sujet. On s'est demandé si ça pouvait fonctionner. Et on a pensé que oui, c'était plus qu'un motif. L'espion, c'était vraiment une manière d'interroger le cinéma, entre autres, vous l'avez dit, la technique, mais le déguisement, effectivement. Est-ce que tous les acteurs sont pas un peu des espions ? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que tous les espions sont pas un peu des acteurs et des actrices ? Donc tout ça, c'est des questions intéressantes. Et c'est un motif, du coup, qui permet vraiment de faire réfléchir à la fois ceux qui le conçoivent et puis les spectateurs, quoi. Je pense que ça permet aussi d'attirer l'attention, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'avais jamais pensé à ça. Peut-être espion, acteur, oui, mais au matériel et à comment le cinéma se rapproche de l'espionnage, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Et je me suis dit, mais c'est évident, en fait. Et pourtant, c'est pas tellement évident pour tout le monde. Voilà. Non, c'est pour ça qu'on a quand même voulu le dire clairement, explicitement, ce que vous dites là. Et c'est d'ailleurs la première salle de l'expo, sans trop révéler comment le parcours se construit, qui est plutôt chronologique, parce qu'il nous semblait qu'on ne pouvait pas tout mélanger, et parce qu'on n'espionne pas les mêmes personnes et de la même façon en 1910 et en 2010. Et donc, tout mélanger serait un peu, je pense, créerait de la confusion, surtout pour des visiteurs un peu néophytes. Donc bon, la chronologie, pour le coup, elle fonctionne.
Mais au préalable, il fallait effectivement expliquer pourquoi on est là finalement, pourquoi on fait ce sujet. Et commencer tout de suite sur la chronologie ne permet pas d'avoir un petit sas de réflexion où on se dit tiens, mais pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Et donc ça nous semblait très important avec Alexandra Midal, donc la co-commissaire de l'expo, d'avoir cette salle d'entrée sur la technique qui est vraiment un des points de bascule et un des points fondamentaux auxquels les gens ne pensent pas tous, mais donc il faut vraiment clairement dire et montrer et se dire tiens, après tout, voilà, cette petite appareil photo miniaturisé ou cette petite caméra ou ce Nagra, donc qui sont ces enregistrements de son, est-ce qu'ils ont été utilisés par des espions ou est-ce qu'ils ont été utilisés par des cinéastes? Et au final, c'est un peu des deux. Il y a une sorte de presque de mélange des genres qui nous intéresse et c'était important pour nous. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'influence sur la société, de la géopolitique. Justement, sur votre site, vous parlez de l'épicentre des films d'espionnage qui est déplacé d'Europe au Moyen-Orient. On a vu cette évolution, donc aussi à travers l'ennemi, je pense, allemand, russe, puis arabe, des années 40 à aujourd'hui. Qu'est-ce que les films d'espionnage nous disent sur la société ou qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de la société, selon vous? Bon, je serais un peu moins schématique. Je pense que toutes les époques, d'abord, se mélangent et qu'il n'y a jamais la notion d'un ennemi. Et dans la salle qui commence à partir des années 70, c'est vrai que le Moyen-Orient est important, mais pas que. On montre qu'il y a eu un déplacement dans la réalité et dans le cinéma. Évidemment, on parle toujours d'un point de vue français, cinémathèque, à Paris, européen. Oui. Si on avait fait l'expo en Argentine... C'est assez occidental voilà, comme... Voilà. Parce que le genre est assez occidental. Il faut dire que la littérature d'espionnage, puis le cinéma d'espionnage, c'est vraiment anglo-saxon. Donc, il y a une certaine légitimité historique à se dire qu'on parle de cet endroit-là. Et après, on est à Paris. C'est les films aussi qui sont sortis, que le public connaît. Mais je vous dis, on sera en Argentine ou en Afrique du Sud. On aurait d'autres repères. L'apartheid serait peut-être une partie en soi, ou la dictature militaire en Argentine. Et il y aurait d'autres implications géopolitiques. Donc là, on parle vraiment d'un point de vue européen. Et effectivement, au moment où les relations avec le bloc de l'Est se sont un peu apaisées dans les années même 80, avant 89, c'est vrai que d'autres points sur la planète étaient devenus des centres comme ça de tension et donc d'espionnage, parce que l'espionnage travaille toujours là où il y a du politiquement brûlant, électrique, et là où c'est compliqué, quoi. Et donc, le terrorisme, il s'est déplacé au Moyen-Orient, mais ça peut être l'Afrique du Nord, c'est aussi en Asie, c'est aussi en Amérique centrale. Donc, c'est tous ces territoires quelque part nouveaux dans le cinéma qu'on a voulu montrer. Et effectivement, un déplacement de l'épicentre, sans forcément totalement annuler ce qui existait avant, au sens où il y a encore des films qui se font en Europe, soit un peu vintage, en recréant les années 60-70. Je pense à La Taupe, par exemple, ou Atomic Blonde, qui se situe avant la chute du mur, soit des films même contemporains qui montrent qu'il y a aussi en Europe des problématiques. Le terrorisme, il est vraiment généralisé. Et le terrorisme, disons que ça met l'espion dans une logique un peu différente, qui est plus une logique d'anticipation, c'est-à-dire que l'espion est un peu là pour essayer de traquer les possibles terroristes avant que ça arrive. Alors que souvent, dans un conflit, comme dans la guerre froide ou dans la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu différent. Il y a la logique n'est pas tellement d'anticiper, c'est plus dans un contexte de guerre, c'est plus effectivement recueillir des informations, piéger l'ennemi. Donc bon, il y a différentes exceptions, mais c'est vrai qu'on a noté qu'il y avait quand même dans le cinéma des déplacements géographiques qui étaient importants et qu'on a un peu montré de manière évidente par une carte. Il y a une grande carte interactive à un moment donné dans l'expo. Et on peut cliquer et se rendre compte qu'effectivement, il y a beaucoup de pays qui sont devenus les théâtres privilégiés du cinéma, sans forcément d'ailleurs que les cinéastes puissent être capables de filmer là-bas. Parce que par définition, si ce sont des lieux sensibles, parfois il est très difficile d'aller filmer en Irak ou même en Iran. Et donc, les gens n'ont eu de cesse de filmer dans d'autres pays. Mais c'était le cas d'ailleurs pendant la guerre froide aussi. Des films importants comme L'espion qui venait du froid. Il y a une très grande scène sur le mur de Berlin. Ça a été tourné en Irlande parce qu'on ne pouvait pas tourner à Berlin encore à l'époque. Parce que c'était la guerre froide et que c'était un lieu très sensible. Donc, c'est aussi intéressant que la fiction transforme. Et il y a un peu du mensonge là-dedans. Mais voilà. Je pense que c'est le principe du cinéma, c'est donner leur version de la vérité, leur version des faits. C'est ce qu'on veut représenter de la société, pas forcément la société. C'est tout. Et justement, ce qui était intéressant aussi, c'est que là, on parle de l'influence de la société sur le cinéma d'espionnage, mais il y a aussi l'influence du cinéma dans l'espionnage, ce qu'on peut apprendre dans cette exposition, comment certains acteurs, certaines actrices sont devenus espions. Moi, je ne savais pas ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez,
qui était propre au contexte de guerre, ou vous pensez qu'il y a encore des espions actuellement, peut-être Brad Pitt fait de l'espionnage pour la CIA. C'est tout à fait possible. Surtout qu'il y a une vraie... disons que c'est spécifique aux États-Unis, où il y a vraiment des liens entre les services secrets et les studios hollywoodiens. Effectivement, en faisant des recherches, on se rend compte qu'il y a des réunions régulières entre les chefs de la CIA, ou à l'époque c'était l'OSS pendant la Seconde Guerre mondiale, et les directeurs des studios, donc, parce qu'il y avait effectivement un impact de propagande dans le cinéma, mais qu'on va retrouver dans d'autres pays, par exemple en Union soviétique à l'époque. Il y a aussi eu des notions de propagande, étaient moins fortes dans le cinéma français, par exemple, prenaient pas la même forme. Donc déjà, il y avait des liens, sans forcément que quiconque soit espion. Il y avait vraiment une volonté que le cinéma soit aussi parfois un peu à message, en l'occurrence pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, vraiment anti-nazi. Mais aujourd'hui encore, le film de Catherine Bigelow, d'ailleurs, ça avait fait un peu scandale, Zero Dark Thirty, qui raconte la traque d'Oussama Ben Laden, a été fait. Alors, ça participe du réalisme du film, mais aussi avec des informations classifiées que la CIA a données. D'ailleurs, il y a eu un scandale que les gens du cinéma aient presque acheté les gens de la CIA pour avoir des informations de première main qui ne sont pas censés fuiter et qui ont participé au réalisme du film et qui étaient pas forcément autorisés à être montrés à l'écran. Donc ça continue aujourd'hui. Et c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des liens. Et la spécificité, on pourrait dire, à l'époque, c'est qu'effectivement, des cinéastes et des acteurs-actrices ont participé à l'effort de guerre en donnant des informations, parce qu'à l'époque, il était dur de voyager, on ne voyageait pas comme aujourd'hui, parce que beaucoup de gens à Hollywood, encore à l'époque, étaient européens, donc pouvaient circuler en Europe, et parce qu'il y avait vraiment un engagement généralisé, il y avait un ennemi vraiment commun qui était les nazis, et beaucoup d'acteurs, on en parle dans l'exposition, Marlène Dietrich ou Greta Garbo, ou Eddie Lamar, qui était aussi en plus une inventrice hors pair, ont voulu servir la cause. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui... parce qu'effectivement, il y a encore une facilité de circulation, il y a encore des... Après, je ne dis pas que c'est des informations de première main. D'ailleurs, c'est difficile de quantifier. Ce n'est pas forcément... parce que ce n'est pas des espions professionnels, mais ça peut être une petite information, ça peut être des petits détails. Je sais que Greta Garbo, par exemple, était proche comme elle était... vous savez, elle était suédoise, donc elle avait des liens avec des membres des partis pro-nazis, et jouant d'une certaine ambiguïté, elle les voyait régulièrement. Elle allait à Los Angeles chez eux, par exemple, parce qu'elle vivait à New York. Et pareil, quand elle rentrait, elle avait des informations qu'elle avait eues à un dîner avec des dignitaires. Mais je ne suis pas sûr que c'est changé totalement la phase de la guerre, mais c'était malgré tout important, je pense. Ouais. Justement, dans toute l'exposition, vous jouez entre la réalité de l'espionnage et les films. Vous avez même montré des photographies d'espions de la Stasi. Pourquoi vous avez décidé de faire ça, de vraiment montrer des vrais espions? Tout le principe de l'expo, c'est vrai que c'est montrer ce lien avec la réalité. On ne peut pas, je pense, parler du cinéma et de l'espionnage en se déconnectant, parce que ça parle de la réalité. Donc c'était sûr qu'il fallait qu'il y ait des endroits... les objets dont on a parlé tout à l'heure, et effectivement, pourquoi pas aussi, on a voulu montrer des archives, et les archives photographiques, c'est une partie sur le bloc de l'Est. J'ai voulu aussi montrer des artistes qui étaient en lien avec ce bloc, qui étaient des artistes des pays de l'Est, et pas uniquement des artistes occidentaux qui ont une vision sur les pays de l'Est. C'est pour ça que dans cette salle, il y a un photographe ukrainien, Boris Mikhailov, ou le vidéaste, dessinateur serbe, Nemanja Nikolic, et Simon Menor, qui est un artiste effectivement allemand. Donc c'est intéressant de voir aussi des artistes de ces pays-là qui racontent aussi de leur point de vue la guerre froide et l'espionnage qui allait avec. Donc ça, c'était important pour moi. Et effectivement, de montrer des archives, ça fait partie tout à fait du projet. Dans nos expos, il y a aussi des œuvres d'art, il y a aussi des photos, il y a aussi des archives. Il y a toujours des pas de côté vis-à-vis du cinéma, mais c'est quand même des questions d'image, des questions de représentation. Donc on va un peu dans le même sens. Ce qu'on a mis de côté, par exemple, parce qu'on pouvait pas tout montrer, c'est au niveau du cinéma, ça aurait été de montrer des documentaires ou des films de formation. On est plutôt resté sur des films de fiction, et sur comment la fiction parle de l'espionnage. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les écoles d'espions à travers le monde, le cinéma est utilisé pour former les espions. Alors, parfois, ils leur montrent des films, genre ils vont leur montrer du James Bond, parce que ça peut donner des idées. Donc ça, c'est de la fiction. Mais parfois, ils leur montrent des films faits maison, en quelque sorte, et où ils les font faire des films pour apprendre comment est-ce qu'on
rentre chez quelqu'un sans être vu et autres. Donc, il y a un article, par exemple, dans le catalogue qu'on a fait, d'une spécialiste qui a montré qu'il y avait à Budapest, donc en Hongrie, il y avait toute une partie du studio, il y avait des studios de cinéma, une partie qui était vraiment dédiée aux films d'espionnage et où les gens du cinéma n'avaient pas le droit d'aller. Et c'était uniquement pour les formations d'espions. Ils racontaient même que quand après on leur projetait les films pour les espions pour qu'ils travaillent, le projectionniste avait ordre de sortir de la salle. Donc il lançait le film, il n'avait pas le droit de voir ce qu'il projetait. Donc il y a vraiment un lien. Mais ça, on n'a pas pu le montrer. On le dit dans le catalogue, mais on a voulu rester sur les images de fiction parce que ça aurait été un peu la confusion que sur un écran, tout d'un coup, il y ait des images qui soient plus de la fiction, mais de la formation. L'espace n'est pas assez grand. Il aurait fallu presque une partie entière sur ce thème-là. Donc, on en parle, comme vous le dites, vous l'avez vu. C'est dans le catalogue, mais l'espace ne permettait pas de montrer ces films qui sont en plus un peu durs d'accès, un peu classifiés, et qui demandaient une recherche très spécifique. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a certainement en France. Mais bon, par exemple, la DGSE a très peu communiqué là-dessus. C'était très dur de pouvoir montrer ce genre de choses. Donc, ça demandait un autre type de travail. On s'est dit, bon, on reste sur la fiction. Mais par contre, en dehors de la fiction, on monte des œuvres d'art, des archives, des photos, des objets. Donc, les photos dont vous parlez, qui sont effectivement des photos de formation d'agents de la Stasi, donc qui était un des plus sévères, grands services secrets en Allemagne de l'Est. C'était une population très, très surveillée. C'était, je crois, la population la plus surveillée au monde en termes de taux. Il y avait, je crois, un espion pour 10 habitants. C'était énorme. Et c'est dingue, parce qu'on pense aux espions, mais jamais j'ai réfléchi au fait de oui, il faut les former. Quoi. Il y a des écoles. Oui, en fait, quand vous avez dit école d'espions, ça vous avez zappé que ça existait. Comment on fait pour s'inscrire après le bac? Tu demandes école d'espions sur ton. Mais je crois qu'en France, il y a eu. Parcoursup, après le bureau des légendes, il y a eu tout d'un coup un regain parce que ça montrait les espions sous un jour plutôt intéressant. Ouais. Et ça montrait aussi que c'était pas forcément des gens qui avaient aussi une formation à côté, qui pouvaient être spécialistes de questions géopolitiques ou scientifiques et qui pouvaient voyager. Donc ça, c'est sûr que ça a donné, paraît-il, des vocations. Mais on le voit, par exemple, dans La vie des autres, qui est un film très connu allemand qui parle de la Stasi, justement, on reste dans le thème. Le début du film commence par... c'est dans un amphithéâtre, et en fait, les jeunes hommes et femmes qui sont là sont des espions, suivent un cours d'espionnage. Et c'est récurrent dans le film, on voit... c'est un des films dont je me souviens, là où on voit vraiment cette école d'espionnage, et on voit comment ils les piègent, comment ils les... C'est pas souvent représenté dans les films, c'est vrai, mais dans ce film-là qui est connu, vous le verrez. Ouais. Mais en plus, peut-être qu'on connaît des espions, parce qu'en soi, si tu travailles pour la DGSE, t'as pas le droit de le dire. Et puis, c'est juste qu'ils peuvent venir te contacter si t'as une position intéressante à un moment. Ouais. Donc, t'as peut-être ta tante qui travaille pour la DGSE et en fait, t'en as aucune idée, en fait. C'est ça qui est... On en croise tous les jours. Mais en plus, on est à Paris, nous, ici, donc c'est sûr, on est dans la capitale, on en croise tous les jours. C'est juste quelqu'un qui prend le métro avec son petit direct matin et en fait, c'est un espion. Bon, après, je pense pas que le taux soit 1 pour 10. Là, pour le non, je pense pas, non. Bon, c'est fou. Après, mais c'est possible de croiser la personne. On a dû croiser... Enfin, c'est connu que dans les ambassades, par exemple, de France, il y a parfois des postes qui sont très subalternes sur le papier. Ça peut être un attaché scientifique, industriel, qui en fait a un rôle plus important. Et je pense qu'ils sont parfois approchés. Mais bon, c'est un peu... Nous, le travail, voilà, on s'est basé plutôt sur la fiction. On n'a pas vraiment rencontré d'espions. On a rencontré une espionne qui est venue, une ex-espionne de la CIA, Joanna Mendes, qui est venue, qui n'est pas très connue ici, mais qui... Et dont le mari est le personnage principal de Argo, le film de Ben Affleck. Ah oui. Il est le héros, on le voit pas, mais c'est inspiré de faits réels de lui, de Tony Mendes. Donc c'est à peu près les seuls qu'on ait vraiment rencontrés. Et on a des prêts de la DGSE, donc on a quand même travaillé avec la DGSE qui a une archive, mais c'est assez secret. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les noms des gens. C'est un peu crypté, quoi. C'est pas comme quand on travaille pour d'autres musées où on est plutôt avec la Cinémathèque, un peu à égalité, c'est des partenaires, donc toute la transparence est faite. C'est vrai que la DGSE, c'était un peu mystérieux, mais ils ont collaboré avec plaisir. On a quelques objets un peu importants de leur collection. Oui, on a vu ça. C'était, je trouve ça impressionnant de voir des choses qui ont vraiment été utilisées par des vrais espions. En tant que petite animatrice de radio, je me suis sentie toute petite. Là, vous m'avez parlé d'une espionne que vous avez rencontrée. Vous avez mentionné Mata Hari. Il y a toute une salle de l'exposition qui est dédiée aux espionnes femmes et à déconstruire un peu le cliché du piège à miel et de l'espionne sursexualisée. C'était important pour vous d'en parler? Oui, c'est important. Après, dans toute l'expo, il y a effectivement des femmes espionnes. On voit à la fin, effectivement, on parlait de Zero Dark Thirty ou Carrie Mathison dans Homeland. Donc,
les femmes et l'espionnage, il y en a eu de toutes les époques, mais c'est vrai que ça nous semblait intéressant de la manière qu'il y avait un statement de vraiment parler de la technique, de faire une partie, de vraiment à un moment donné s'arrêter, de dire que c'est un thème qui est important, c'est une réalité qui est importante, et que parfois le grand public oublie, comme le grand public ne pense pas forcément à ces questions techniques, même si ça paraît logique, on n'y pense pas. Et c'est vrai que pareil, dans l'inconscient collectif, du fait des OSS, des Missions Impossibles, James Bond, et puis d'autres, Harry Palmer, Derek Flynn, qui sont toujours des figures masculines, et qui ont été les films les plus connus des années 60, 70, très pop. Aujourd'hui, dans notre culture, c'est ça. Quand on pense à espion, on pense un petit peu à ça. On pense soit à effectivement un type en imperméable avec un chapeau, soit en costume à la James Bond. On oublie qu'il y a eu des femmes, même si dans les James Bond, il y a des femmes, il n'y a pas que des James Bond girls, il y a des femmes espionnes, soviétiques, ou cubaines qui sont parfois alliées ou opposées à James Bond. Mais on a un peu oublié. Donc ça nous semblait important de le dire, et surtout, pas juste de le dire pour le dire, mais de le dire parce que c'était vrai qu'effectivement, on a noté que des films qui parlaient des 2 premiers conflits mondiaux, soit contemporains de ces conflits, soit des films tournés a posteriori, mais qui en parlent, c'est souvent des femmes espionnes qui étaient mises sur le devant. Donc ça, c'était un fait réel. C'est vraiment... tout d'un coup, on s'est dit, ça nous a sauté aux yeux, qu'il fallait vraiment le dire comme ça. C'était important de le dire, de le montrer, et de montrer à travers effectivement ces 4-5 figures qu'on a mis en exergue, que ça soit Protea, Mata Hari, Eddie Lamar, Ingrid Bergman, ou l'espionne de Fritz Lang, qu'elles étaient toutes différentes, quoi. Et que Mata Hari, c'est une parmi les 5, effectivement, qui a ce côté très sexualisé, amoureux, séductrice. Encore que les films montrent pas que ça, mais disons, on a quand même cette image un peu de la prostituée espionne, mais que les 4 autres étaient très différentes, que Eddie Lamar avait une autre personnalité, que Ingrid Bergman, qui est un personnage de fiction dans Hitchcock aussi, que Fritz Lang montrait un autre type de femme espionne, et que voilà, il y avait plein de typologies. Et que oui, il n'y a pas que l'espionne en talons avec l'espèce d'élastique sur la cuisse avec le couteau dedans, quoi. Voilà. C'est vrai que c'était important parce que bon. Oui, c'était important à dire, et moi ça m'a touchée. Je pense que c'était, et je pense que je suis pas la seule aussi jeune femme qui sera contente de voir ça, cet aspect de l'exposition, et que ça a pris une grande partie. Et je m'y attendais pas, parce que je suis allée sans lire la description. Je voulais vraiment découvrir l'exposition. Sans connaître, sans avoir des connaissances avant. Et j'étais contente et j'étais surprise. Et je pense que Chloé, pareil. Ah oui, vraiment. Surtout sur cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'est vrai qu'après, on retrouve dans la partie plus tard sur le terrorisme, il y a un extrait du Bureau des légendes, quand même, série française très connue. On voit Sarah Giraudot qui doit passer un test de vérité dans l'université à Bakou, en Azerbaïdjan. Donc, c'est aussi une femme importante de la série, une femme espionne, scientifique et spécialiste, je crois, du nucléaire dans la série. Et voilà, jusqu'à effectivement Chelsea Manning, dont on a pas mal parlé récemment parce qu'elle a sorti son livre, et qui est donc en plus une femme trans, et qui a écrit ce livre sur son expérience de disons, lanceuse d'alerte. On va dire qu'elle n'était pas une espionne professionnelle. Elle était au départ un homme, un soldat travaillant pour le compte de l'armée américaine, donc, et qui a critiqué les exactions qu'il y a pu avoir en Irak et en Afghanistan, de crimes perpétrés hors des lois, hors des clous, et qui ont été d'une extrême violence. Et donc elle a été évidemment jugée pour ça, pour trahison, même en prison. Et on peut dire que c'est de l'espionnage au sens un peu large. Elle n'est pas espionne professionnelle, mais l'expo dépasse. C'est cinéma et espionnage et pas espion. Et on peut faire de l'espionnage en n'étant pas un espion professionnel soi-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans un monde où la surveillance est hyper généralisée, on est tous potentiellement espionnés. Et donc, potentiellement, on peut faire de l'espionnage. Parce qu'on a aussi les outils. Maintenant, les outils, je veux dire, à l'époque, en 1910, qui avait un appareil photo miniature à mettre dans sa chemise ou dans sa veste. Il fallait être espion pour avoir accès à aujourd'hui un ordinateur, un drone, un téléphone portable. Tout le monde les a, et tout le monde peut voler une information avec une clé USB dans un ordinateur. Et donc, donc il y a beaucoup de gens qui font de l'espionnage par éthique, poursuivent certaines valeurs, mais qui ne sont pas des espions professionnels formés dans une école d'espionnage. Donc la dernière partie de l'expo, c'est là-dessus. C'est sur aujourd'hui les lanceurs d'alerte ou des sites internet comme Forensic Architecture qui travaillent effectivement sur des sujets un peu sensibles avec Amnesty International, sur les spyware qui ont été utilisés parfois contre des journalistes dans certains pays. Et donc on est vraiment dans une autre période, parce que espionnage généralisé, donc aujourd'hui, tout le monde peut un peu espionner. Et c'est vrai que cet espionnage généralisé, on le voit dans les films. Il y a des films intéressants. Ennemi d'État, par exemple, on voit vraiment des plans incroyables utilisés d'images de satellites que les services secrets utilisent. Donc on est dans un monde où tout est très quadrillé, quoi. Donc c'est dur d'échapper
d'échapper à cette surveillance. Justement, vous devancez mes questions parce que c'était ma question. Et j'allais vous demander aussi comment, en fait, le fait qu'on soit potentiellement, on puisse tous espionner et on est tous aussi espionnés, comment ça affecte le cinéma d'espionnage? Parce que je pense qu'on ne représentera plus du coup l'espionnage de la même manière, ou qu'on peut le représenter de manière différente avec quelqu'un de lambda qui peut se retrouver à espionner, à faire de l'espionnage, à détenir une information primordiale à un moment ou à un autre. On le retrouve effectivement au niveau de la narration, déjà il y a des changements, puis après au niveau formel, il y a effectivement un travail sur l'image, sur utiliser ces images aujourd'hui que génèrent les espions, ou qu'utilisent les espions, les images numériques d'ordinateurs, les images de drones, de satellites, sont incorporées à la mise en scène et font parfois des films, des objets visuellement un peu différents. Donc il y a une évolution, disons, scénaristique et une évolution formelle aussi. Et après, on ne sait pas trop vers où ça ira, c'est peut-être le début de quelque chose, mais il y a toujours un jeu fond-forme, les deux vont avec. Donc oui, il y a une évolution... Et tout d'un coup, c'est vrai que des films qui sont un peu sur l'espionnage à l'ancienne, parce qu'il y a toujours des films qui se font un peu rétro, qui se passent dans les années 50-60, on sent qu'aujourd'hui, c'est plus trop comme ça que ça fonctionne. Ça a pris un peu un coup de vieux pour certains films, quoi. Même si certains films sont plus ou moins réussis. Je pense au film de Soderbergh, par exemple, qui se passe à Berlin, avec, je ne sais pas si j'ai un trou de mémoire sur le film, German Spy, je crois que ça s'appelle. Peut-être. C'est Soderbergh. Et dont on montre une photo dans l'expo. Et c'est vrai que ça se passe volontairement après la guerre. C'est une ambiance, guerre froide, vol de documents entre Américains, Russes, Allemands. Et c'est vrai qu'on sent que aujourd'hui, on est clairement passé dans une autre période. Peut-être, même 30 ans encore, ça pouvait paraître pas si lointain. Aujourd'hui, on voit bien que c'est, en termes de méthode, de narration, de typologie, de frontières, entre qui est espion, qui n'est pas espion, ça paraît tout d'un coup un peu un autre monde. Alors pourquoi pas, ça peut être des très beaux films. Tous les films n'ont pas vocation à être politiques, engagés sur la situation actuelle, mais c'est vrai que ça a pris un petit coup de vieux aujourd'hui. Le film joue là-dessus, il est en noir et blanc, c'est une esthétique un peu vintage, ça ressemble au film que pouvait faire Tourneur à l'époque, comme Berlin Express, etc. Mais disons qu'aujourd'hui, on sent que c'est plus du tout ça qui se passe en termes d'enjeux sur l'espionnage, et que les films qui veulent être un peu les plus contemporains vont quand même chercher d'autres types d'esthétiques, mais à la Cinémathèque, toutes les esthétiques sont montrées et c'est intéressant de les comparer. Là, justement, on a vu toutes les époques, on a vu toutes les esthétiques aussi dans cette exposition. Vous avez parlé d'extraits de films. Il y a une des personnes interrogées qui a parlé de cet espace noir pour... je crois que c'était une peinture qui était affichée. Comment vous avez joué avec l'interaction avec les visiteurs, en fait? C'était ça qui était... Parce que moi, j'ai trouvé que c'était assez interactif. Comment vous avez décidé, en fait... Tu veux parler un peu, Gabriel, ou pas? Je réponds d'abord. Moi, je suis en charge des activités éducatives liées à cette exposition. Donc, moi, mon travail, il arrive bien après les 3 ans. Mathieu met 3 ans à faire une exposition. Nous, on arrive à peu près 1 an avant l'ouverture de l'exposition. Et on réfléchit à la manière dont on va pouvoir traduire, entre guillemets, tout ce que Mathieu vient d'expliquer pour des publics qui sont notamment les publics scolaires qui viennent dans la semaine, mais aussi le public adulte à qui on va faire des visites guidées. Et on décline un certain nombre d'activités qui sont des activités surtout de visite guidée et aussi des activités où on analyse des extraits de films. Donc, on choisit certains extraits de films pris dans l'exposition, donc des films de Hitchcock, de Lang, de Coppola, de Spielberg. Et puis, dans l'exposition elle-même, alors cette exposition n'a pas été conçue par Mathieu et Alexandra pour les enfants. Néanmoins, il y a du public qui vient avec des enfants. Et donc, pour ces enfants, on a créé un livret-jeu qui est une sorte un petit parcours dans lequel les enfants ont des jeux à faire en cheminant dans l'exposition, en se mettant, on pourrait dire, dans la peau d'un espion eux-mêmes. Ils vont de salle en salle en récoltant des indices pour finir par découvrir un espion très important de l'histoire du cinéma. Je ne vous dis pas qui il est. Exposition espion qui est un des espions que les cinéphiles aiment le plus et qui joue dans un film que les enfants peuvent voir après l'exposition. Donc là, le quiz est pour vous. Mais dans l'exposition elle-même, l'interaction, donc Mathieu a déjà parlé de par exemple la grande carte sur laquelle on peut qui nous permet de déclencher des extraits de films. Il y a aussi cette
cet endroit, cette boîte noire dans laquelle on voit un tableau qui s'illumine. Donc Mathieu dira plus précisément, mais pour nous, ça devient aussi un terrain de jeu, c'est-à-dire que cette apparition de ce portrait d'espionne avec une lumière qui clignote, on s'en amuse avec les enfants pour justement leur expliquer cette mise en scène de l'ombre et de la lumière, et que l'espion est évidemment un personnage. Ce qui est très beau avec l'espion, c'est que c'est un personnage qu'on ne doit pas voir. Quand dans les plans, on ne doit pas voir l'espion, il doit se faire passer pour le plus transparent et invisible possible. Et en même temps, le cinéma passe son temps à nous le désigner comme étant le personnage que nous, quand on est spectateur, on doit voir. Et on doit comprendre comment cette personne qui est invisible pour les autres est tout à fait visible pour nous. Et cette pièce avec ce portrait est absolument merveilleuse. Pour ça, ce clignotement, donc Mathieu, tu peux nous dire précisément. Ouais. C'est une pièce, c'est une peinture phosphorescente d'une peintre franco-américaine qui s'appelle Nina Childress, qu'elle a fait spécialement pour l'expo. En fait, Nina Childress, elle fait beaucoup de portraits autour de la pop culture, un peu d'icônes du monde contemporain. Elle a fait toute une série, de très beaux tableaux sur Sylvie Vartan, par exemple. Mais elle s'était beaucoup intéressée à Hedy Lamarr. Elle a écrit sur Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, elle s'intéressait à la fois au côté très technique, de l'inventrice. Hedy Lamarr, elle a aussi peint des choses à la fin de sa vie. Donc, la complexité de cette femme l'intéressait beaucoup. Et je savais que Nina Childress, que je connais un peu, avait fait un portrait d'Hedy Lamarr, bref, qu'on n'a pas pu avoir pour l'expo parce qu'il était ailleurs. Et en parlant du projet, elle m'a dit qu'elle était prête à réaliser une pièce spécialement pour l'expo. Ce qui n'est pas beaucoup le cas ailleurs. Enfin, la plupart des autres pièces préexistent. On n'est pas, à la Cinémathèque, comme dans tout musée, on n'est pas là forcément pour créer des pièces. On est plutôt là pour les montrer ensemble et essayer de raconter une histoire. Mais là, du coup, c'est génial quand une artiste joue le jeu. Et donc, elle a peint ce tableau qui représente une femme espionne d'un film des années 70 américain. Mais effectivement, c'est un film un peu complexe sur des cellules ultra radicales, communistes, qui veulent commettre des attentats aux États-Unis, qui ont eu un lavage de cerveau, qui sont comme téléguidés de l'étranger. Donc c'est un film vraiment bien de Don Siegel. Et donc c'est un film qui lui a beaucoup plu. C'est elle qui l'a choisi. Je lui ai donné une liste de films qui pouvaient être intéressants par rapport à ses goûts. Et elle a choisi cette peinture. Et effectivement, elle l'a peint avec des pigments phosphorescents, qui fait que quand le tableau est très illuminé, on ne voit que la femme espionne. Mais quand la lumière devient plus sombre, avec un type de LED particulier, comme une lumière un peu bleue, on voit apparaître derrière la femme l'homme espion qui est joué par une icône des années 70 du cinéma américain, qui est Charles Bronson, qui joue souvent les rôles de flic, de méchant. En l'occurrence, là, il joue un rôle d'un espion communiste, mais plutôt qui est pour les accords de paix et contre les terroristes ultra-communistes. Et bref, en tout cas, il apparaît sur le tableau. C'est vrai que c'est une très belle pièce. On rentre, il y a ce petit rideau, on est face à une toile et il y a ce personnage de Charles Bronson qui apparaît et qui disparaît. Et c'est presque une application en peinture des méthodes d'espionnage. Ça fait penser à l'encre sympathique, donc à cette encre qui apparaît, qui disparaît. Ça fait penser à toutes ces histoires de messages codés, de choses qu'on ne voit pas a priori mais qui sont secrètes, comme l'a dit Gabriel, aussi la question de l'invisible, celui qu'on ne voit pas. Donc c'est vrai que c'est super. Et en plus, on l'a mis sans tout révéler dans une pièce où il y a un miroir sans teint. Voilà. Et donc, dans cette salle, on peut aussi espionner des gens qui sont dans la salle d'avant. Et du coup, c'est assez amusant parce qu'on se dit, tiens, sans le savoir, on a été espionné nous-mêmes quand on était dans la salle d'avant. Et là, on devient espion. C'est quelques petits dispositifs, effectivement, comme vous dites, un peu interactifs, un peu ludiques, qui mettent le visiteuse dans une position un peu d'espionnage, quoi. Ouais, mais je me souviens quand Chloé et moi, on a vu le miroir et on est tout de suite allé chercher l'autre côté, du coup, pour aller voir les gens. Donc, on était comme des enfants. Hein. Ouais. Alors, j'ajoute que tous les dimanches, à la Cinémathèque, il y a donc l'après-midi 2 ateliers qui s'appellent « Fais ton cinéma avec les espions ». Et donc là, les enfants qui auraient vu ou pas l'exposition, d'ailleurs, sont accueillis dans les studios de la Cinémathèque. À la Cinémathèque, au 7e étage de notre bâtiment, on a des studios de tournage en décor, avec des accessoires, des caméras, de la lumière. Et donc là, les enfants peuvent venir pour assister à un atelier qui dure 1 heure, pendant lequel leurs parents peuvent aller dans l'exposition, par exemple. Et donc, Fais ton cinéma avec les espions est inspiré par certaines scènes de films qu'on leur montre, et notamment, Mathieu en a parlé tout à l'heure, par un des films de Alfred Hitchcock qui s'appelle Les Enchaînés, dans lequel Ingrid Bergman joue une espionne, et elle espionne son propre mari. Donc, et elle dissimule notamment une clé. Elle doit récupérer une clé et la dissimuler pour pouvoir ensuite aller dans un endroit dans la maison qui révélera des secrets. Et donc, vraiment, on regarde cet extrait de film et puis
avec les enfants, on se demande comment, à notre tour, aujourd'hui en studio, on pourrait construire comme ça une petite scénette d'espionnage où des enfants joueraient à regarder d'autres enfants et il ne faudrait pas qu'ils soient vus et il faudrait qu'ils récupèrent aussi un indice. Voilà, et donc on tourne dans les studios de la Cinémathèque. Et puis vous dire aussi que le jeudi, une fois par mois, on accueille donc des adultes à qui on fait une visite, suivie d'un moment d'échange dans une salle de cinéma autour d'extraits de films. Et là, des adultes qui connaissent ou non le cinéma d'espionnage, qui peuvent venir déguisés. Parfois, certains viennent déguisés eux-mêmes en smoking pour ces ateliers. Et donc ensuite, on a vraiment ce temps d'échange autour justement du cinéma d'espionnage, de la mise en scène, de comment est-ce que justement on construit un film quand on a envie de parler de cette question de comment on voit sans être vu, comment on entend sans être vu, comment est-ce que parfois justement on voit des choses mais on n'entend pas ce qu'on voit et que comment du coup est-ce que ça peut troubler le regard, etc. Toutes ces questions que le cinéma d'espionnage porte et qui font la richesse absolue de ce thème. Moi, justement, on a vu, je suis abonnée à la newsletter de la Cinémathèque et j'ai vu tous les événements, toutes les activités qui étaient organisées autour de l'exposition. J'ai trouvé ça super intéressant. Comment vous avez développé ça, en fait ? Alors, c'est un travail qui est très en amont aussi, qui est fait un an avant. On réfléchit avec les commissaires de l'exposition. Le service à la Cinémathèque qui s'occupe de ça s'appelle le service de l'action culturelle. Et donc, en effet, on décline avec le commissariat de l'exposition un certain nombre d'offres qu'on va pouvoir en effet proposer à notre public pour le faire venir. Par exemple, aussi une programmation de films très importante, dont Mathieu pourrait reparler. Et à l'occasion des programmations de films, on invite aussi des cinéastes parce qu'il y a certains cinéastes français qu'on a pu faire venir notamment pour cette exposition. Oui, il y a Arnaud Desplechin qui est venu, qui avait fait ce grand film d'espionnage, La Sentinelle. Le cinéma français a fait des films d'espionnage, mais peut-être moins du cinéma d'auteur. Il y a eu une mode un peu de films, un peu parodique, un peu de comédie. Par exemple, les films de Claude Chabrol, mais un peu oubliés aujourd'hui, avec un espion qui s'appelait Le Tigre. Mais voilà, c'est peut-être un peu passé de mode. Évidemment, les OSS, et d'ailleurs Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo sont venus présenter OSS Le Caire, Nid d'espion. Mais on oublie parfois un peu le cinéma d'auteur qui est peut-être moins représenté. Donc Arnaud Desplechin, qui fait un peu partie de cette nouvelle vague du cinéma des années 90, issue de la Fémis, a fait ce premier long métrage qui était un film d'espionnage, qui parlait vraiment de l'Europe après 89, de la chute du mur, mais d'un point de vue un peu paranoïaque, inquiétant, tourné à Paris, qui s'appelle La Sentinelle. Donc on était très heureux d'accueillir effectivement Arnaud Desplechin. Et d'ailleurs, si vous voulez venir, on est avec Alexandra Midal samedi à la Cinémathèque, présenter un film sur le lavage de cerveau, sur les espions manipulés pendant la guerre de Corée, qui s'appelle Un crime dans la tête de John Frankenheimer, qui est un film avec Frank Sinatra, le chanteur qui était aussi un acteur, et qui est un film vraiment très inquiétant, qui annonce un peu tout ce qu'on a su plus tard sur le fait que la CIA, dont des espions utilisaient des méthodes vraiment douteuses, de manipulation, soit des gens de l'armée, soit même du grand public avec des tests au LSD, des choses comme ça. Donc c'est un peu un film qui est un peu prémonitoire de ça, ou contemporain de ça. Et donc le film, d'abord, il est assez rare en salle, donc c'est bien de venir le voir, il est samedi. Et puis on est avec Alexandra Midal tous les deux pour le présenter et pour en débattre après, une discussion plus large sur le thème de l'espionnage, si par exemple ce type de rencontre est important pour nous. À partir du mois de janvier à la Cinémathèque, on va organiser une grande rétrospective de tous les films de Fritz Lang. Et Fritz Lang est un des cinéastes très importants de l'exposition, qui a inventé ce personnage d'espion qui s'appelle Mabuse. Et le docteur Mabuse apparaît dans plusieurs films de la filmographie de Fritz Lang, depuis ses films muets, puisque Fritz Lang a été un cinéaste du muet, mais jusqu'à ses derniers films, et son dernier film, qui est un film tourné dans les années 70, où la figure de l'espion revient, la figure du docteur Mabuse revient. Et découvrir aujourd'hui les films de Fritz Lang et ces films où l'espionnage est mêlé à la guerre froide, mais aussi au début de l'espionnage et de la surveillance dans les années d'après-guerre, 60, 70, cette théorie de la surveillance arrive vraiment dès les films de Fritz Lang. Et donc, c'est vraiment une chance absolue de revoir les films sur grand écran. Donc, à partir de janvier, tous les films de Lang liés à cette exposition Top Secret. On a une grande archive Fritz Lang à la Cinémathèque. Donc, il y a une petite salle de l'expo dans Les Femmes espionnes, parce que son grand film d'espionnage aussi s'appelle Les Espions, et c'est une femme qui a un des rôles principaux, disons, qui en plus change de camp, passe du côté du mal, de cette surveillance dont parle Gabriel, généralisée, à plutôt le camp de la démocratie, la liberté. Et donc, c'est une femme espionne importante. Et Fritz Lang, avait été
disons, contacté ou aurait pu suivre un destin dans l'Allemagne nazie qui avait besoin de cinéastes propagandistes, mais il a fui aux États-Unis, enfin, il est parti aux États-Unis, et il a été un des grands aussi cinéastes de la propagande anti-nazie, enfin, disons, d'une lutte pour la liberté. Donc, il a tourné aux États-Unis des grands films d'espionnage, dont certains même adaptés de Graham Greene, un grand auteur de cinéma, un grand auteur d'espionnage. Et donc, voilà, on montre aussi tout ça dans l'exposition Fritz Lang. Et en salle, effectivement, c'est autre chose que de les voir en extrait, mais les deux sont bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va continuer l'interview tout à l'heure. Je vous rappelle, l'exposition est visible jusqu'au 21 mai 2023 à la Cinémathèque au 51 rue de Bercy. Et puis du coup, à partir de janvier, il y aura cette rétrospective Fritz Lang. Donc, allez regarder ça. Je laisse la parole à Chloé pour sa carte blanche. Alors avec Elisa, nous sommes allés voir l'exposition Top Secret, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques semaines. Et j'ai été émerveillée par l'univers de l'espionnage et par tous les extraits de films d'espions dont j'avais même parfois oublié l'existence, mais que j'ai pourtant, comme vous tous, je les ai vus plein de fois pendant mon enfance. Et de là, je me suis posé une question que je m'étais jamais posée avant, mais le cinéma d'espionnage est selon moi un genre à lui tout seul. Et pour faire un bon film qui appartient à un genre, il faut des règles, des rituels même parfois. Alors comment est-ce qu'on fait un bon film d'espionnage ? J'ai fait mes petites recherches en espérant devenir la nouvelle Spielberg des films d'espions, et voici ce que j'ai trouvé. Pour faire un bon film d'espion, il faut tout d'abord un personnage principal, le héros de mon histoire. Jusque-là, ça va. Pour changer un peu, je choisirais une femme. Pourquoi pas jouée par Léa Seydoux, par exemple ? Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que j'imagine l'espionne de mon film. En y repensant, j'imagine que c'est parce qu'elle a beaucoup marqué mon esprit dans son rôle dans le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Pour faire un bon film d'espionnage, il me faut aussi un lieu principal où se passerait l'intrigue. Et je pense que je choisirais Londres et ses alentours, sûrement un peu trop influencée par les séries policières anglaises que je regardais avec ma mère de type Barnaby. Il me faut aussi un ennemi, ou du moins une organisation secrète qui veut détruire le monde. Et pour ça, j'ai l'embarras du choix en termes d'exemples de méchants dans ce monde. Alors je pense que je m'inspirerai de la crise de l'électricité dans ce moment pour imaginer un méchant qui volerait par je ne sais quel stratagème toute l'électricité de ce monde pour s'en servir à des fins machiavéliques. Je vous l'accorde, il faut peut-être que je retravaille mon scénario, mais en tout cas, c'est la première chose qui m'est venue. J'ai aussi remarqué que les espions ont tous des voitures hyper badass et avec plein de fonctionnalités en tout genre. Puisque James Bond a déjà pris la Aston Martin, je voulais trouver quelque chose d'un peu plus original, mais un petit peu dans le même genre. Pourquoi pas la Austin LA 3000, pour ceux qui ont la ref. Elle ressemble un petit peu à la voiture de James Bond, mais c'est pas la même. Il ne pourra pas m'accuser de plagiat. Enfin, que serait un film d'espion sans histoire d'amour ? Alors mon héroïne serait sûrement tombée amoureuse durant sa mission d'un ou une membre de la société qui veut tout détruire. Elle se fera trahir par cette personne avant de réussir à la ramener du bon côté. Ou alors je serai en chagrin d'amour ce jour-là et je déciderai que mon héroïne sera obligée de tuer l'élu de son cœur. On verra bien. Vous l'avez compris, je me suis inspirée des plus grands films et d'ailleurs je vous ai fait un petit top 5 des films d'espions les plus cultes. Alors celui-là, je l'ai vraiment mis dans ma liste parce que je l'ai beaucoup aimé, c'est Red Sparrow. Film sorti en 2018 avec Jennifer Lawrence en tête d'affiche et réalisé par Francis Lawrence. Il n'a aucun lien de parenté, je préférais le préciser parce que bon, c'est donc l'histoire d'une danseuse étoile dont la carrière est brisée par une chute. La jeune fille va se retrouver dans les services secrets russes, alors que vraiment, c'était pas du tout dans ses plans. Et elle va devenir finalement la meilleure agent de ces services secrets russes. Donc, je trouvais ça vraiment incroyable. Numéro 4, OSS 117, un classique français dont le premier opus est sorti en 2006. Ah non, c'est sorti en 1957 en fait. Car si aujourd'hui cette franchise est incarnée par Jean Dujardin, elle est beaucoup plus vieille que lui au final, car à la base, OSS 117, c'est le héros d'une série de romans d'espionnage créés en 1949 par Jean Bruce. Par la suite, les romans sont donc adaptés au cinéma français. En 1957, donc, avec OSS 117 n'est pas mort, mais aussi en 1963, OSS 117 se déchaîne. En 1964, Banco à Bangkok pour OSS 117. En 1965, Furia à Bahia pour OSS 117 toujours. En 1966, À tout cœur à Tokyo. En 1968, Pas de Rose pour OSS 117. OSS prend des vacances en 1970. Et enfin, OSS 117 tue le
temps. Alors, c'était AON, hein. C'est pas le temps, c'est un petit jeu de mots. Ils aiment bien pour OSS 117 faire des petits jeux de mots. En 1971. Et ce ne sera qu'en 2006 que le héros reprendra vie sous les traits de Jean Dujardin et sous la direction de Michel Hazanavicius avec le fameux OSS 117 Le Caire Nid d'Espion. En 2009, OSS 117 Rio ne répond plus et OSS 117 Alerte Rouge en Afrique noire en 2021. La franchise semble inépuisable. Bref, numéro 3, Mission Impossible, série cinématographique sur l'espionnage, inspirée cette fois-ci non pas d'un roman mais d'une série télévisée du même nom, diffusée de 1966 à 1973 sur CBS. C'est en 1996 que Brian De Palma décide d'en faire un film. Le 22 mai 1996, Mission Impossible sort au cinéma avec Tom Cruise dans le rôle titre et c'est un carton mondial. De là sortira Mission Impossible 2 en 2000, le troisième opus en 2006, Mission Impossible Protocol Phantom en 2011, Mission Impossible Rogue Nation en 2015 et le dernier en date, Mission Impossible Fallout en 2018. Un gros projet par ailleurs en préparation puisque Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 est prévue pour 2023 et la partie 2 pour 2024. Numéro 2, La mort aux trousses, un film sorti en 1959 réalisé par Alfred Hitchcock avec Cary Grant qui interprète le rôle d'un publiciste qui se retrouve dans la peau d'un espion par erreur. On le suit pendant un périple à travers les États-Unis. C'est un vieux film, mais en tout cas, il vaut le détour, donc je vous le conseille pour les plus jeunes. Numéro 1, James Bond, évidemment. Probablement le héros le plus célèbre de ce top. Et là, la liste est longue et elle commence en 1962 avec James Bond 007 contre Dr. No. Et je vais pas vous faire tous les films parce que sinon, l'émission va durer jusqu'à demain. Donc, je vais pas le faire maintenant. Mais sachez qu'au total, il y a 25 films et 6 interprètes de James Bond. Le dernier opus de la franchise est sorti en 2021 et on n'est pas à l'abri de revoir un jour 007 revenir pour de nouvelles aventures. Bref, vous l'aurez compris, entre James Bond, OSS 117 et Mission Impossible, les franchises sur l'espionnage sont inépuisables. Alors à vos crayons, écrivez votre propre histoire. Et vous, ce serait qui l'héros ou l'héroïne de votre film d'espionnage ? Je vous ai préparé un petit quiz sur le thème des films d'espionnage. On va voir si vous êtes des experts. J'ai un peu peur. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu vraiment beaucoup de films OSS 117. Je vous ai donc préparé plusieurs titres possibles de OSS 117. Et vous me dites si ce film existe ou non. Donc, il y en a qui sont vrais et il y a des petits pièges. Pas de pause pour OSS 117. Non. Faux. Ouais, c'était pas de rose pour OSS 117. Je sens que ça va être très, très dur. OSS 117 se déchaîne. Vrai. Oui. Oui, pardon, si, celui-là, il est vrai. Pardon, excusez-moi, je me perds dans mon propre truc. Panique à Munich. Non, c'était Furia à Bahia et Banco à Bangkok. OSS 117 tue le temps. Bah, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je ne le connaissais pas, celui-là. Ouais, donc c'est le temps TAON. TAON, pardon. OSS 117 met les voiles. Non, c'était OSS 117 prend des vacances. OSS 117 alerte rouge en Afrique noire. Oui. En plus, il est récent, celui-là. OSS 117 est toujours en vie. Non. Ce OSS 117 n'est pas mort. Voilà, je me suis un peu inspirée. Bon, jusque-là, ça va, mais j'en ai un petit dernier. Renault, nid d'espion. Renault. Renault, non. Alors celui-là, je le trouvais très drôle parce qu'en fait, c'est un livre de Mathieu Suc dans lequel il révèle la face cachée de Carlos Ghosn. On se rappelle tous du petit scandale qu'il y a eu il y a quelques années. Et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, c'est assez marrant qu'ils soient inspirés de ça, en fait. Alors maintenant, on va passer à des petites devinettes. Est-ce qu'on a vu, il y a quelques années, un espion joué par le célèbre Mr Bean ? Oui. Bah oui. Oui, c'était donc Johnny English. Alors, vous l'avez compris, pour les gens qui l'ont pas vu, c'est une parodie, effectivement, de James Bond, parce qu'on le connaît, Rowan Atkinson, qui joue le célèbre Mr Bean. Il est plutôt dans la parodie que dans le sérieux, donc il a joué un espion un petit peu gauche, quoi. Vrai ou faux, Daniel Craig boit toujours environ 20 verres d'alcool par film James Bond. Dans le film, vous voulez dire ? D'alcool différent ? À peu près, j'en sais rien, je n'ai pas compté. Ouais, c'est toujours à peu près 20 verres, parce qu'en fait, il a Vous avez compté ? Alors non, j'ai vu l'info et je me suis renseignée pourquoi. Et en fait, c'est parce qu'il y a une espèce de partenariat avec le whisky par rapport au film James Bond. Je savais pas trop si c'est la même marque de whisky ou c'est 20 whisky différents ? Il y a une histoire de marque. Après, je pense pas que ce soit toujours à peu près la même, mais c'est vrai que je me rappelle plus de la marque, mais c'est un spiritueux. Jameson, je sais pas. James Bond. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Lequel de ces titres est le bon ? La mort dans la peau, la mémoire dans la peau ou la vengeance dans la peau ? La mémoire dans la peau.
Non, mais les trois. Les trois, ouais, oui, c'est dingue. Bah oui. Ouais. Le J'arrivais pas à le piéger. En fait, c'est les trois qui sont bons. Jason Bourne, ouais. C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de. Parfois, dans les films d'espion, c'est pas beaucoup d'originalité au niveau des noms. Mais alors là, par contre, il y a deux de ces titres qui sont de la même personne. Donc, on peut peut-être lui accorder le bénéfice du doute. Il y a des acteurs, on le disait tout à l'heure, qui jouent des espions au cinéma, mais il y a aussi ceux qui l'ont été dans la vraie vie. On en a parlé tout à l'heure dans l'interview. J'ai fait une petite liste en incluant des pièges. Le but est de répondre espion ou pas espion. Elisa, c'est surtout pour toi, parce qu'on va voir si tu as bien retenu ce qu'il y a dans l'exposition. Cary Grant. Espion. Espion dans la J'ai eu fiction. peur, pardon. J'étais Mais on plus- ne parle pas dans l'expo. On parle dans la fiction. On n'en parle pas. Non, Dans la ouais, vraie vie, il a espion été dans la espion, vraie c'est vie, vrai. espion. Mais on n'en parle pas dans l'expo. alors. Cary Grant a été espion voilà. dans la vraie vie, après avoir joué un pièges. espion, évidemment. Il a été espion Je me fais des également. pièges. Marilyn Monroe. Pas espion. Non, pas espion. Greta Garbo. Espion. Marlène Dietrich. Espion. Julie Andrews. Pas espion. Ouais, espion. Joséphine Baker. Pas Espion, Espion. bien sûr. J'ai réussi à piéger une personne. Pardon. Simone Signoret. Pas espion. Je suis pas sûr. Ouais, je sais pas ce que Faut ça veut dire. dire. Non. Non, elle a pas été Non, espion. ouais. Bah, Elle a été pas impliquée qu'on dans des sache. trucs, mais oui, c'est ça, pas qu'on sache. Non, Louis de Funès. non. Non. Ça serait marrant quand Ce même. serait super drôle. J'aimerais bien. Et Eddie Lamar. Bah oui. Voilà. Bon, bah, c'était mon dernier. Merci, petit- Chloé. J'ai réussi à piéger pas mal d'équipes, de gens dans l'équipe, mais là, j'ai pas réussi. Forcément, Surtout je suis moi. face à des experts. Ouais. Alors, merci beaucoup, Chloé. C'était super sympa. On a une bonne façon de terminer l'émission. Merci beaucoup, Mathieu Orléans et Gabriel Wessébir, d'être venus Merci et à de vous. nous avoir fait apprendre plein de choses sur la Cinémathèque. Merci aussi à Béatrice Thor, du coup, de la médiathèque Ellenberg, pour sa participation et sa recommandation lecture. Merci à Chloé d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci à Théo, notre ingé son, et à Éléonore, notre cadreuse. On se retrouve très bientôt pour un second épisode de Parlons peu, parlons d'art. À très vite. À bientôt. Parlons peu, parlons d'art, votre émission culturelle sur UCAB Radio.